Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, aujourd'hui, nous avons deux sujets que nous allons mettre sur la table et soumettre au débat avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. D'abord, les congrès de l'Union sacrée de la nation, analyse de l'adresse du chef de l'État au sujet du dialogue. Et puis, la rentrée scolaire 2025-2026. Depuis hier, les enfants, les bleus-blancs de toute la République démocratique du Congo ont repris le chemin de l'école en toute quiétude. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Est-ce que les parents ont eu la facilité de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école? Autant de questions que nous allons devoir analyser sur ce plateau. Alors, à ma droite, c'est Eri Massimbo, anthropologue, chercheur, analyste politique. Bonjour Eri. Bonjour Monsieur Gustave. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Tout le plaisir est mien. Je salue les téléspectateurs qui vont nous suivre, surtout mes compatriotes qui sont à l'est de la RDC. Je salue tous les compatriotes avec qui nous partageons le plateau et l'équipe technique qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Merci beaucoup Eri Massimbo. Et à ma gauche, Cléophas Nyembwe Nyerere, politologue, député provincial honoraire, élu du Kasaï oriental. Bonjour, honorable. Bonjour, Monsieur Gustave. Bonjour aux amis qui sont avec moi dans ces studios. Bonjour à toute l'équipe technique. Bonjour surtout à la population d'Ouvira qui est en vive tension ce matin. Et bonjour à tous les téléspectateurs de la RTNC2. Voilà. Et puis, c'est Marie-Claire Motanda, médecin, et puis chercheur, analyste politique aussi et stratège. Hein. Et puis, aujourd'hui, là, elle devient porte-parole de la majorité extra-parlementaire. Bonjour Marie-Claire. Merci, bonjour. De l'Union sacrée, il faut terminer la phrase. Bonjour. Majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée. De la nation D'accord. congolaise. Okay. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, mes co-débatteurs. Bonjour voilà. À vous-même, cher Gustave. Voilà, nous avons deux sujets que nous allons décortiquer ensemble. Mais d'abord, nous commençons par ces biscuits, les procès Mutamba. Apparemment, les jugements, c'est aujourd'hui que la Cour de cassation devra rendre son jugement dans cette affaire. Et puis, vous avez eu ce qu'il y a dans la ville. Est-ce que Mutamba sera acquitté ou condamné? Je commence avec vous, honorable Cléophas Nyembwe Nyerere. Merci, Monsieur Gustave, pour la question. Je voudrais dire d'abord que je n'ai pas le droit de me prononcer à la place de la justice parce que l'affaire a été prise en délibéré et que le tribunal va se prononcer aujourd'hui. Mais comme tout Congolais, j'ai aussi le droit d'analyser ce qui s'est fait et ce qui s'est dit sur la personne de l'ancien ministre de la Justice. En fait, je voudrais commencer par dire qu'il y a eu beaucoup d'intox depuis 4-5 jours sur cette affaire de Mutamba. Je ne suis pas pour son arrestation, comme je ne suis pas contre son arrestation. Je m'explique. Mutamba n'est pas le Premier ministre qui est inquiété par la justice. Mutamba ne sera pas le Premier ministre qui sera condamné par la justice congolaise. Donc, cela ne veut pas dire qu'on doit troubler l'ordre public. Nous avons lu, comme vous, sur le net, qu'il y a beaucoup de choses qui se disent ce matin. Vers 4 heures, il y a même ceux qui ont publié que Mutamba était porté disparu. Nous voudrions dire que Mutamba n'est pas porté disparu au moment où nous passons cette émission. Il est chez lui.
il est chez lui, mais sous haute surveillance des services de sécurité. Je crois que les services de sécurité qui entourent la résidence de Moutamba aujourd'hui, ils sont en train de faire leur travail. Nous n'allons pas empêcher aux services de sécurité d'assumer leurs fonctions. Et que si peut-être qu'il y a eu des incidents la nuit, parce que les services de sécurité étaient passés pour demander à ceux qui criaient et qui chantaient le long de l'avenue de vider les lieux, parce que cela indisposait le voisin et ça troublait l'ordre public. Je ne vois aucun problème, personnellement, aucun problème. Et je voudrais seulement dire que nous devons laisser la justice faire son travail. Aujourd'hui, elle va se prononcer. Qu'est-ce qu'elle va dire? Va-t-elle condamner Moutamba? On ne sait pas. Va-t-elle acquitter Moutamba? On ne sait pas. Là, vous ne répondez pas à ma question, honorable. Je sais ce que j'ai dit. C'est la question qui est là. Va-t-on l'acquitter? Va-t-on le condamner? Et quand vous reposez la même question, je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il est pratiquement difficile. Comme politologue, vous pouvez une analyse, oui. Voilà, une analyse, oui. Mais dire que c'est ce que le tribunal va dire aujourd'hui, non. Parce qu'en principe, je crois que même ceux qui sont dans la magistrature, ils ne connaissent pas les secrets de cette chambre-là. Donc c'est comme ça dans la magistrature. Mais s'il faudra analyser, moi je crois qu'aujourd'hui, Moutamba pourra, je pèse bien le mot, je parle français, pourra être condamné parce qu'il y a des faits qu'on avait mis à sa charge par le ministère public. Mais la hauteur de la peine qui a été sollicitée par le ministère public, je crois que ne sera pas celle-là. Parce que pour le ministère public, il avait souhaité qu'il soit condamné à 10 ans de prison ferme. Et je ne pense pas que le tribunal pourra répondre positivement à cette demande du ministère public de 10 ans de prison ferme. Peut-être que le tribunal pourra revoir la peine à la baisse. C'est ce que moi je m'imagine. Mais on ne sait jamais, nous sommes dans un monde très complexe. La justice peut, en voyant les réalités, dire que Moutamba est acquitté, mais je dis que les chances d'acquittement sont moindres par rapport au pourcentage de condamnation de Moutamba aujourd'hui. Et par rapport à ceux qui se posaient des questions, l'état de la ville, non. La ville est calme. Je suis à Gombe, la ville est calme. Je ne veux pas que les gens intoxiquent la population pour dire qu'il y a trouble à Gombe. Je suis à Gombe. La RTNC2 est à Gombe. La ville est calme. Moi, je viens du côté de Place de la Gare. Avant de venir ici à la RTNC, je n'ai pas vu de trouble quelque part. Donc, contrairement à ce que les gens disent, et je rassure encore à la population que Moutamba est chez lui présentement au moment où nous parlons. Contrairement à ceux qui disent qu'il a été pris amené à une destination inconnue. Eri Massimbo, anthropologue, chercheur, analyste, comment vous analysez les jugements qui doivent être rendus aujourd'hui à la Cour de cassation dans les procès Moutamba? Comme les juges, les juristes disent, seule la conviction du juge dans ce cas peut être à la base d'un jugement, du verdict qui sera prononcé, en fait. Mais néanmoins, si on analyse, on voit un peu comment les procès liés au détournement, machin, comment ça finit, ça commence, comment ça finit. On sait que par après, Moutamba soit il sera momentanément mis en prison et puis par après, il sera libéré pour cause des maladies, situation de santé, machin, tout ça. Là, et par vous après, êtes dans quelle procédure là? Non, c'est l'expérience des procès judiciaires liés, d'accord, au détournement. L'expérience. Voilà, en RDC. Ce n'est pas une procédure légale. Non, on connaît comment ça commence. C'est l'expérience aussi qui forge l'homme, en fait. Vous êtes le fruit de votre expérience, c'est-à-dire de votre vécu quotidien. C'est ce qui vous forge. Votre passé vous donne le présent et vous prépare au futur. C'est ça. Donc, quitte à vous maintenant de voir est-ce que mon passé et mon présent aujourd'hui, est-ce que ça peut me permettre de me projeter dans l'avenir avec le même environnement où il faudra changer. C'est à vous de pouvoir le dire. Mais néanmoins, les procès liés au détournement, on sait que
Ça commence par un grand populisme de la part de la justice congolaise et de la part du prévenu. À ce moment donné, le prévenu sera arrêté ou c'est incarcéré. À un moment donné, vous avez une jurisprudence pour ça? Mais il y a les cas Kamer, il y a les cas Nicolas Kazadi. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Et puis par après, il sera acquitté ou il sera porté disparu et puis on ne le verra plus, on n'en parlera plus. D'un moment à un autre, il sera deux fois peut-être encore gracié, ok, ou remercié par un poste ministériel. Le cas de Vital Kamerhe. Donc, on connaît, on a assez l'expérience de la classe politique congolaise. C'est que moi, je souhaite, dans l'avenir, qu'on évite l'interférence politique dans les affaires judiciaires. Parce que ça affaiblit la justice. À ce moment donné, ça affaiblit la justice. Si la justice faisait réellement son travail, sans les interférences des politiciens, je crois que notre justice sera crédible. Mais les interférences ont discrédité la justice congolaise. Donc, comme le pape avait dit, levez vos mains de la RDC. Moi aussi, j'ai dit aux politiciens, levez vos mains de la justice congolaise. Laissez l'appareil judiciaire évoluer selon le normes et les procédures judiciaires. Merci. Et à la loi. Parce que si vous interférez à tout moment, peu importe que quelqu'un aurait fait, on dirait, il va qu'à affaire politique. Vous voyez maintenant tout, même si quelqu'un peut entrer à ma maison par effraction, voler, violer ma fille, enlever ma femme, partir avec elle, quand je dirais, voilà, il a fait ceci, ah non, dossier politique, ah ben, dossier politique, parce que la politique a fait quoi? Merci. Alors que les actes sont posés par les individus. Merci, je souhaite fermement, si Moutamba sera acquitté, que nous puissions avoir au moins pour la première fois l'argent, d'accord, les 19 millions, quitter les comptes séquestres pour rentrer dans le compte de Frivao, le trésor public de Frivao. Si il ne sera pas aussi acquitté, mais au moins, ouais, s'il vous plaît, de grâce, je vous supplie vraiment. Parce que pour le dossier Bukangalonzo, rien. L'État congolais n'a rien bénéficié de ça. Alors que l'État congolais avait engagé les moyens pour l'organisation des procès. Rien. Les dossiers 100 jours. L'État congolais avait engagé suffisamment les moyens. On dirait que c'était une distraction pour Covid, mais néanmoins, l'État congolais avait engagé le moyen. Mais après, rien. L'État alors, à quoi ça sert d'organiser tous ces procès, de faire sortir l'argent de l'État congolais pour par après l'État... Aucune maison préfabriquée n'a été... En fait, c'est ce que j'ai dit. Nous souhaitons que les choses puissent évoluer de manière normale. Merci. Marie-Claire, quelles sont vos appréhensions sur les jugements qui seront rendus tout à l'heure dans les procès Moutamba, pendant que les professeurs d'Adi Saleh s'avancent? C'est comme vous venez de dire, hein, ce n'est qu'un biscuit. Je pense qu'on ne va pas s'époumoner sur Moutamba. Moutamba est déjà dans les mains de la justice, que la justice fasse son travail. C'est comme ça que normalement qu'on dit, que la justice fasse son travail et que le peuple congolais puisse être expliqué des issues du verdict, que ce soit positif ou négatif, qu'on comprenne comment la décision est arrivée là. J'ai suivi dans la cité les gens dire que l'Union sacrée a abandonné Moutamba, qui est son membre de l'Union sacrée. Oui. Encore une fois, je vais dire ici que la justice fasse son travail. L'Union sacrée n'a pas la prétention d'aller s'immiscer dans les affaires de la justice. Comme vous le savez, depuis la tête de l'Union sacrée, il l'a démontré à plusieurs reprises. Quand il s'agit de laisser la justice faire son travail, il ne s'immisce pas. Même s'il est le magistrat suprême, il préfère que les choses soient faites selon les textes. Et donc, je vais me tenir justement à cette position-là pour dire que la justice fasse son travail. Merci Marie-Claire. Professeur Dadi Saleh, bon, heureusement vous venez en retard, mais vous nous trouvez en train de manger le biscuit. On partage, hein? Voilà, oui. Procès Moutamba, les jugements, quel est le sort qui sera scellé dans le cas Moutamba? Beaucoup de peur, beaucoup de craintes, mais beaucoup aussi d'assurance. Hein? L'honorable Niemboué a rassuré Moutamba. Et à la maison, les procès, les jugements sera
prononcé aujourd'hui. On ne sait pas s'il sera condamné ou pas. C'est encore le secret de la justice. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Naturellement que la justice puisse faire son travail. Mais naturellement, quand on demande à quelqu'un de faire son travail, il faut qu'il puisse bien faire son travail. Donc on ne va pas se répéter depuis les constats que la justice était malade, n'est-ce pas, par le chef de l'État et qu'il fallait la guérir. Non, ne vous en faites pas. C'est un point très important par le fait que j'avais demandé à plusieurs reprises que le chef de l'État, qui est le magistrat suprême, par rapport à sa casquette de magistrat suprême, ne devait pas s'y mixer, mais devait s'impliquer. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avions deux têtes de la justice qui se battaient. Au fond, ce n'est pas Constant Moutamba. S'y mixer, s'impliquer, c'est pas la même chose. Oui, c'est différent. C'est différent. S'impliquer, c'est normal. Non, c'est pas la même chose. S'y mixer, c'est-à-dire que vous vous mettez dans quelque chose qui ne vous regarde pas. Je pense qu'on a étudié bien le français, n'est-ce pas? Mais s'impliquer, c'est-à-dire que vous avez le droit, n'est-ce pas, de faire quelque chose par rapport à une situation. Et là, il est le magistrat suprême. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'y mixer, il va s'impliquer. Je pense qu'il s'est impliqué. Jusqu'à quel niveau? C'est juste qu'on ne connaît pas le secret, n'est-ce pas? Il est le magistrat suprême, c'est lui-même qui a son secret. J'espère qu'il s'est impliqué. Pourquoi? Parce qu'on a deux têtes de la justice, c'est-à-dire le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, qui s'étaient battus. C'est vrai, la confusion du vol ou bien prétendu vol, ça, c'est la justice comme on a dit. Mais le vrai combat, c'était la justice du côté du pouvoir exécutif et la justice du côté du pouvoir judiciaire, qui s'était battu ouvertement, tout le monde le sait. Ce qui fait qu'il y a un problème important à résoudre pour guérir notre justice. Là, je ne parle pas des Moutamba. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Oui, nous devons clair. résoudre ce point-là. Sous d'autres cieux, il faut noter que parfois, le ministre de la Justice est directement, comment on dit, le numéro 1. Ça va, il n'y a pas d'autres casquettes, je pense aux États-Unis, bien, il y a des pays comme ça, pour éviter effectivement des confusions. Quel est le rôle du ministre de la Justice? Et quel est le rôle effectivement de tout ce que nous avons, Cour constitutionnelle et tout le reste? Et quelle est la relation? Comment est-ce que le ministre de la Justice peut prendre des réformes, ça va, à l'encontre, par exemple, de la Cour de cassation ou bien de la Cour constitutionnelle? Eh bien, naturellement, apparemment, là, on vient de sembler dire que ce n'est pas possible. Je ne sais pas si quelqu'un a dit. Or, c'est plutôt l'organe politique qui prend des décisions politiques de changement. Ce n'est pas l'organe judiciaire. C'est l'organe politique de la justice. Donc, je pense que c'est une leçon et que nous estimons que la justice va être faite et que les chefs de l'État devaient prendre un peu tout ce fait-là en compte. Et donc, il faut des réformes. Les réformes étaient déjà proposées, mais c'était déjà contesté par... J'ai dit ceci. Si ça fait plus de 20 ans, 30 ans que la justice est malade, il y a des responsables de cette maladie. Le problème, c'est qu'on ne veut pas pointer du doigt les responsables de cette maladie et effectivement dire non, on doit mettre à côté les gens qui sont les responsables de cette maladie de la justice, où j'étais en train d'entendre dire aussi les politiciens, ça va, mais apparemment même pour ces cas, il y aurait aussi une grande main dans ce sens-là. Donc, que la justice soit faite, mais c'est une occasion que le chef de l'État puisse jouer de tout son poids, comme magistrat suprême, je l'ai dit, pour qu'en fin de compte, on puisse s'attaquer plus au Rwanda, ça va, au procès qui était là, au procès du génocide génocoste, ça va. Il y a des choses un peu plus sérieuses que se focaliser sur les individus et qu'exactement, pour l'instant, ben, moi-même, je ne dis pas, je n'excuse pas, je ne m'excuse pas par rapport au retard, mais on était bloqués. Ça va. On était bloqué quelque part parce qu'on nous dit il y a procès Moutamba, on contrôle les véhicules, etc. On ne peut pas passer, on attend là-bas 30 minutes. Et je pense que, comme je suis venu à moto, le motard a fait des détours terribles pour que nous puissions arriver ici. Donc, qu'on le veuille ou pas, même si les gens disent que c'est un cas normal, ce n'est pas un cas normal. C'est la 40e fois qu'un ministre... Parce que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit non, je pense qu'on n'est pas très sérieux. Non, ce n'est pas un cas normal. Parce que tout simplement, je ne me rappelle pas la dernière fois en République démocratique du Congo où on a jugé un ministre d'État de la justice. C'est quand? Alors quand quelqu'un vous dit que c'est un cas normal, non, il veut se dédouaner. Ça date de quelle? Ça date de quelle année? C'est où? Non, 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 c'est la première fois, à ma connaissance, je peux me tromper, je ne suis pas juriste, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un ministre d'État de la justice... Il y a déjà un autre qui était sous Mobutu. Ok, deuxième fois, première fois, moi, écoutez, je répète, que ce soit la deuxième fois, la troisième fois, et une fois, deux fois, ce n'est pas encore l'habitude. Oui. Donc ce n'est pas l'habitude de juger déjà un ministre. Ça va, il ne faut pas dire qu'on en a l'habitude. Il faut toujours commencer. On a dit qu'il n'y a pas de problème pour ça.
Ce qui fait qu'on doit Tonda, traiter la question avec des doigtés. C'est ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un vous dit que c'est un cas normal, ce n'est pas un cas normal. Absolument pas. C'est comme on est en train de juger le président, les Raïs, c'est qui? L'ancien sénateur. Ce n'est pas un cas normal, c'est un cas spécial. Ça va. Mais il faut traiter, la justice doit être faite, mais ça nous apprend. C'est là où j'ai dit qu'il faut l'implication du chef de l'État, parce que je l'ai expliqué. Les deux têtes de la justice, où la tête politique avait accusé la tête judiciaire. Ça va. Alors, les cas n'avaient pas fait long feu. Vous savez pourquoi? Professeur. Parce que la tête judiciaire, n'est-ce pas, avait la manette de l'exécutif. Vous avez compris? À vrai dire, le pouvoir judiciaire de la politique, de l'exécutif, n'est pas dans l'exécutif. D'accord. Hein? Les juristes doivent bien me comprendre. Le pouvoir politique de la justice n'est pas, à vrai dire, le pouvoir exécutif. Ce qui exécute, c'est les cours et tribunaux. Vous avez compris? Ce qui exécute, c'est les cours et tribunaux. Le ministre de la Justice, apparemment, on pense que son rôle, c'est contrôler les prisons. Apparemment, c'est maintenant le rôle du ministre, contrôler les prisons et 2-3 secteurs. Le pouvoir exécutif de la justice est dans les mains du pouvoir judiciaire. Alors, il faut résoudre cette question de fond, pas de moutamba. Oui, mais quel est le sort qui sera réservé à Moutamba pour vous, selon vos analyses? Il sera condamné ou sera acquitté? Juste un mot. Hein? Je ne suis pas du pouvoir judiciaire, donc je ne sais pas. Vous ne pouvez pas projeter. Il est déjà 9 heures, c'est vrai, mais à ma connaissance, je n'ai encore rien lu. Vous ne voulez pas projeter? Pourquoi projeter? Parce que c'est la justice, je ne connais rien. Je D'accord. préférerais qu'il soit acquitté, là c'est sûr et certain, mais ça ne semble pas être très évident. La préférence qu'il soit acquitté. Oui, la préférence n'est pas à la justice. Pas sûr. Hein? Je serais sûr comment? C'est la justice qui a fait son travail, un point entré. Merci, professeur. Alors, je reçois Suleiman Onese. Bonjour Suleiman. Bonjour, monsieur Gustave. Juste un petit, puisque vous n'avez qu'une minute sur l'affaire Moutamba. Comment vous jugez le fait et quel est le sort, selon vous, qui lui sera réservé? Acquitté ou condamné? Merci beaucoup, monsieur Gustave. À ce qui concerne la prise de position, de préciser son acquittement ou sa condamnation, je n'ai pas ce pouvoir, moi encore le droit de le préciser, que non qu'il soit condamné ou qu'il ne soit pas. C'est la justice qui va faire son travail. Et je suis sûr que le ministère public qui était en face de lui n'était pas fou et de produire tout ce qu'il aurait produit. Et c'est parce que d'un côté, nous, le peuple congolais, en particulier les Quinois, nous voulons nous substituer à la place et à l'endroit de places que nous ne sommes pas. Comprenez que non, vous trouverez que non, à la cité, tout le monde aujourd'hui est devenu juge. À la cité, tout le monde aujourd'hui, il suffit seulement que les gens peut-être adhèrent dans votre opinion. De toutes les façons, ils se substituent à l'autre camp adverse. Et nous sommes allés un peu plus loin. On commençait même aujourd'hui à douter, certaines personnes voulaient tenter à douter même à des grandes personnalités de procureurs que nous avons de la République. Or, que nous devons connaître que non, ces procureurs ont commencé le travail, peut-être il y a certaines personnes qui ont commencé le travail plus de 20 ans. 20 ans, ils ont des expériences de part et d'autre que nous n'allons pas contester au jour d'aujourd'hui parce qu'il a touché l'un de moi ou l'un de nous. Ok, vous étiez en train de parler, j'étais calme. Allez-y, vous n'avez qu'une minute. D'ailleurs, vous êtes venu en retard, M. Suleiman. C'est juste pour s'enquérir de ce qui se passe sur la cité. C'est normal, nous ne pouvons pas venir ici dire des choses parce qu'on nous a dit 8 heures et puis vous venez dire. Mais quand tu viendras en retard prochainement, dire aux téléspectateurs ce qui n'existe pas, c'est ce qui ne sera pas vrai. Voilà. Alors, son acquittement et sa condamnation, je reviens encore dire que non. C'est la justice qui fera son travail. Alors, du reste des procédures, nous avons suivi. Les dossiers constants n'ont pas commencé maintenant. Les dossiers constants ont commencé par sollicitation jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous sommes arrivés que non, le prononcé ici de condamnation à acquittement sera aujourd'hui. Alors, je ne vois pas comment on va faire beaucoup de commentaires là-dessus. On donne la justice le travail et on l'observe parce que ça fait très longtemps que vous tous savez comment vous avez compris que non, la justice à un moment
C'est comme si la République n'existait pas avant, la justice aussi était malade quand la République n'existait pas. Maintenant, quand la justice est devenue maintenant guérie aujourd'hui, ils commencent même à arrêter même ceux qui disaient que non, ils vont donner. Mais où est le problème là-dessus? La justice est malade, elle est devenue guérie. Merci. Maintenant, là, on veut maintenant commencer à voir. C'est pour vous dire que même les ministres qui continuent à bouffer aujourd'hui, je suis sûr que je demande à mes vieux, à mes pères, les procureurs et les aînés qui sont aussi des procureurs, je vous demande, je vous supplie, ne vous limitez pas seulement sur Moutamba. Continuez avec votre travail jusqu'à certains ministres, jusqu'à même ceux qui ont organisé les activités de quoi récemment ici, il y a eu l'activité de... Non, de francophonie. Non, pas francophonie. L'activité de... quoi? Il y a un ministre là où voilà. les femmes a Ce n'est qu'un biscuit. Alors de ce côté-là, vous devez encore vérifier parce qu'il y a des travailleurs qui n'ont pas encore reçu cet argent. Des tourismes journées, des tourismes là. Vous vous rappelez? Alors c'est lui qui a organisé le tourisme doit aussi être poursuivi. On est essayé, s'il vous plaît. Quand on vous demande, on retire la parole, comprenez. Si vous commencez comme ça, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas citer les gens sans que vous n'ayez pas de preuves. Quand vous citez un Pambia et les autres, vous avez des preuves? Il ne faut pas faire ça, s'il vous plaît. Alors, ça vous engage, vous. Hein. Ce n'est pas bon. Quand on vous retire la parole, s'il vous plaît, comme d'habitude, quand on vous retire la parole, soyons humbles pour retourner la parole. Nous sommes dans un débat, s'il vous plaît. Alors, on aborde le congrès de l'Union sacrée, analyse de l'adresse du chef de l'État au sujet du dialogue. Je vous lis un extrait du discours du président et puis on va revenir. Le président dit ceci, voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays et sortir de la crise et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. En tant que garant de la bonne marche des institutions, garant de la cohésion nationale, il n'y aura jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler les problèmes du Congo entre nous, a fait savoir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Alors, je commence avec vous, Souleymane Onehesse. Vous avez suivi les discours, l'adresse du président. Voilà, je viens de vous lire aussi un extrait. Quelles sont vos critiques? Je pense que cet extrait-là, c'est l'extrait le plus suivi par les gens. Et c'est que même il paraît que la majorité attendait cela. Et nous l'abordons de deux façons. Nous acceptons et nous applaudissons cet esprit-là d'accepter les dialogues. C'est ce qu'on avait demandé, ça fait très longtemps, avant que nos frères et mères, comme ils sont décédés là-bas. Les dialogues, c'est vrai. Dans le discours de l'autorité, a dit quelque chose que nous devons retenir. Il a dit les dialogues pour les Congolais. C'est très important et c'est très capital. Parce que ceux qui meurent sont des Congolais et la République démocratique du Congo est exclusivement à nous, les Congolais. Donc, tout problème qui concerne les Congolais doit d'abord être traité ici et avec les Congolais. C'était de cela qu'on parlait sur ce plateau à maintes reprises. Et on était en train même de condamner. Si le mot condamner c'est trop dire, de nous fustiger du fait que non, au lieu qu'on parle des problèmes des Congolais aux Congolais ici, on nous a mené des milliers et des milliers de kilomètres pour aller parler des problèmes des Congolais. C'est comme si nous les Congolais ici, on n'a pas l'idée, on n'a pas l'esprit, on n'a pas la sagesse, on n'a pas l'intelligence de parler ce qui nous concerne. Où nous sommes allés voir un peu plus loin qu'il y a eu même des gens qui donnaient leurs directives que non, vous devez faire ceci pour que vous puissiez être en paix.
vous devez signer ceci et pour commencer à gérer quelques richesses de notre pays. Donc, vous vous rappelez que sur ce plateau, on était contre cela. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis allé un peu plus loin pour donner l'exemple et de dire que celui qui n'a pas les dents et qui a sa viande, ce n'est pas votre problème à la personne qui a des dents. Laissez-lui avec sa viande de manger. Même s'il n'en a pas, c'est pour lui, laissez-lui. Donc, notre pays, c'est pour nous. Nous avons nos richesses. Qu'on nous fasse tout ce que nous voulons faire de notre pays. Donc, le président Tshisekedi a raison. Donc, j'ai dit que non, je suis d'analyser des deux côtés. Laissez d'abord que je termine. Ce n'est pas directement qu'on va conclure que nous donner raison. Oui, on a en train d'analyser. Oui, mais sur la partie où vous êtes en train de commenter, ça signifie que dire que nous avons besoin du dialogue entre Congolais, déjà, ça vous satisfait? D'abord, nous devons comprendre la fin et puis on vient conclure. On ne va plus conclure l'esprit de la personne au milieu. Allez-y. Il Alors, vous reste 1 minute. Allez-y. À ce qui concerne les dialogues, tous on est d'accord. Mais lesquels? Les dialogues, ça ne sera pas un dialogue sélectif. Nous-mêmes, Congolais, nous allons commencer à choisir qui venir au dialogue. Non. Ça ne sera pas un dialogue de l'esprit de la personne. Non. Le dialogue doit être au moins de l'esprit de la paix, de l'unité de notre pays. C'est ça l'esprit de dialogue que nous avons besoin. Nous n'avons pas un dialogue, nous n'avons pas besoin d'un dialogue où, dans 1 ou 2 minutes, nous cherchons des gens que nous connaissons, les gens qui nous plaisent, les gens qui adhèrent dans nos pensées, même si la pensée ne donne pas la conclusion de la paix. On dit, bon, ça va, il n'y a pas de problème, parce qu'on a dit des Congolais, bon, X et Y venaient, on est dans... Non, non. On a dit, nous demandons à l'autorité, comme il a accepté, contrairement à ce que les autres qui parlaient, qui ne voulaient pas le dialogue, mais vraiment, le président s'est mis dans les points d'un Congolais, d'un Africain, qui aime les dialogues. Mais ces dialogues-là, nous demandons au président de la République que ça ne soit pas un dialogue sélectif. Un dialogue sélectif où il va commencer à choisir des personnes qui adhèrent dans l'idée, même si ça n'aboutira pas, ou les personnes qui viendront juste pour chercher un poste, des personnes qui avaient commis aussi quelque chose comme crime ailleurs, même de longtemps, mais qui continuent toujours à agir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Non, ça ne sera pas important. Comme on a dit que non, c'est un dialogue qui sera inclusif, bon, ça sera bonne chose, que tout le monde vienne. Ok, nous donnons la chance au président de la République. De ce côté, comme il a rejoint un peu la volonté de la République. Merci. Et il a rejoint la volonté de l'unicité. Et cette unicité, que ça soit de tous et non pas une unicité sélective. Merci. Professeur Dadi Saleh, vous avez suivi le président de la République. Est-ce que vous avez une appréhension par rapport à son propos? Il a tapé juste ou bien il y a des choses à dire ou à redire? Un discours d'un président, il y a toujours des choses à dire. Hein. Parfois, une petite virgule peut être interprétée même négativement ou bien positivement. Donc, naturellement, il y a toujours à dire. Mais je prends d'abord l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'au fond, le président de la République a dit un peu ce que nous disons et nous espérons qu'il va vraiment un peu mieux le faire cette fois-ci. C'est-à-dire, on peut dialoguer n'importe où, partout. Il y a toujours des dialogues. Il n'y a pas de problème. Mais ici, nous devons nous prendre en charge. À vous dire, c'est ce que moi j'ai compris du discours du chef de l'État. Nous devons nous prendre en charge. C'est-à-dire, il rentre dans notre philosophie, qui a toujours été sa philosophie avec le peuple d'abord. Ça va? Oui. Parce que ça ne contredit pas le peuple d'abord. Ça va? Parce que Kouchitegemea, ça signifie que tout se fait pour le peuple congolais, par le peuple congolais, avec le peuple congolais. Nous rentrons un peu dans une sorte de dialectique démocratique, dans ce sens-là. Mais, entre les dires et les faits, c'est moi là le problème. C'est seulement ça. Donc, les dires, je comprends qu'on peut interpréter des virgules, je suis d'accord, peut-être un ton qui n'a pas plu à certaines personnes, mais il est le garant de la nation. C'est-à-dire que dans une maison, on ne peut pas espérer résoudre une question profonde de la maison sans le papa. C'est le papa qui dit on va s'asseoir à minuit. Ce n'est pas un enfant qui décide qu'on va s'asseoir, ou bien un grand frère, ou bien un oncle, ou bien le papa des voisins. Ça va? Non, 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 non. C'est le papa de la maison. Là, il a pris une casquette qui m'arrange, qui m'a toujours arrangé d'ailleurs. Les dialogues à son initiative.
je dis bien, il a dit ce que nous disons. Il y a déjà beaucoup de dialogues. On dialogue au Parlement, on dialogue avec Martin Fayoulou, quelqu'un dialogue avec, etc. Ça se passe déjà à Doha, ça se passe un peu partout. Il y a des dialogues et on peut avoir d'autres formes de dialogue. Et la réalité, c'est qu'un dialogue qui doit être important dans le sens d'engager la nation, c'est-à-dire les résolutions d'un dialogue, ça va, comme un peu la conférence nationale souveraine à l'époque, où les résolutions de ces dialogues devaient engager la nation, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être pris par une autre personne que le chef de l'État. Peut-être l'État n'a pas arrangé certaines personnes, mais je vous assure que c'est normal. Et c'est sûr, je viens de donner l'exemple d'un papa. Mais maintenant, ce qui ne m'arrange pas, c'est quoi? En grande partie. Déjà, nous devions être concentrés sur la partie où nous nous prenons en charge. Nous avons une armée très forte, nous soutenons les Ouazalendo, nous nous battons. Et celui qui ne se bat pas, ça va, est contre la République. C'est tout. Au fond, on ne devait pas avoir trois voix. Il n'est pas question de démocratie. Il est question de sauver la nation. En sauvant la nation, il n'est pas question d'écouter tout le monde. Je suis d'accord. Vous avez compris ce temps-là. Si le président de la République prend ce temps-là et qu'il a des gens qui l'aident à exécuter, n'est-ce pas, ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire le ministre de la Défense, les ministres, etc., tous les ministres, on a un budget de guerre. Ça va, on va dialoguer avec qui? Dites-moi. Quel dialogue on va avoir? Le seul dialogue que nous avons, c'est devenez de Ouazalendo, on va se battre au front, on a 1 million de personnes et on se bat un point entrée. On concentre tous les budgets pour l'armée, budget de guerre, comme je l'ai dit, la loi financière de guerre, ça va. Et on fait une économie de guerre. Et c'est là où on va dialoguer, vous comprenez? Qui peut faire mieux? Qui a une proposition pour que la République démocratique puisse s'en sortir? C'est le seul vrai dialogue qui marche pour l'instant. Parce que l'ennemi est déjà très identifié. Et le chef de l'État l'a dit. Il y a un conglomérat de Congolais, des pantins, naturellement, qui veulent effectivement dialoguer avec les chefs de l'État au même pied d'égalité. Mais ce n'est pas possible. Des rebelles, etc. Non, ce n'est pas possible. Donc, je suis d'accord avec lui sur le fond, sur l'essentiel, mais j'espère de tout cœur que cette application où nous nous prenons en charge va se faire un peu mieux. On dit on se prend en charge, mais au même moment, on ne se prend pas en charge. Ça va? C'est un peu comme si sur terrain, nous pensons qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir finir cette guerre pour nous. Ça, c'est là où je trouve une sorte de dichotomie. Mais ce n'est pas nécessairement le chef de l'État, mais c'est les gens qui doivent exécuter. Puisqu'en grande partie, nous, les Ouazalendo, par exemple, qu'est-ce que nous apprenons? Ah ben non, l'argent est sorti, mais ce n'est pas arrivé sur terrain. N'est-ce pas? Donc je comprends effectivement que lui, le chef de l'État a eu la bonne volonté pour qu'effectivement quelque chose puisse bien se passer sur terrain, mais ça ne s'est pas passé. Ça va? Et que je l'ai conseillé et je continue à conseiller au chef de l'État, il faut qu'il se sépare des gens de 1+4. Je l'ai toujours répété. Ces gens-là sont machiavéliques. Tellement machiavéliques qu'on ne peut rien attendre à plus de 80%. Si j'ai le courage de toujours le dire, il faut me poser la question pourquoi? Parce qu'ils sont identifiés et qu'ils sont au gouvernement. Donc moi, le petit professeur docteur Dadi Salé, si je le dis, ce n'est pas parce que je suis grand. Parce que j'ai des biceps, c'est parce que c'est dangereux pour la nation et il faut que certaines personnes puissent le dire. Si le chef de l'État continue à compter sur ces gens-là, on ne fera que pleurer. Il donnera l'argent pour que ça arrive sur le terrain, ça ne va pas arriver. Il demandera aux gens d'exécuter telle mission, ça ne va pas s'exécuter comme telle. Jusqu'à la fin de son mandat, nous risquons de tourner en rond. D'accord. Donc je pense et j'espère de tout cœur que dans l'Union sacrée, puisque c'est des sujets, dans l'Union sacrée, je félicite madame qui est en face de nous, il y a quand même des gens qui n'ont pas été dans 1+4, qui sont capables de faire quelque chose pour la nation. Donc là, c'est là où je me dis, pourquoi le chef de l'État continue il ne prend pas, il ne fait pas, pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Il faut qu'il arrive à décider un soir, même aujourd'hui, il enlève ces gens-là à côté et il met de nouvelles têtes congolaises. De l'Union sacrée, s'il veut bien, il peut tirer presque partout au Congo. Je pense à ce moment-là, nous pouvons espérer que les discours qu'il vient de dire, ça va s'exécuter. Parce que le discours en soi est logique. Mais côté exécution, bon, je ne sais pas si on se prend en charge. Ok, merci professeur. Marie-Claire. Oui. Marie-Claire, la fois passée, vous avez dit que nous devons nous battre, vu que la situation sur le terrain ne change pas. Et bon, les dialogues, ça peut, mais on doit se battre. Alors, le président, le chef, la haute autorité vient de dire il est oui pour les dialogues, mais dialogue entre les vrais Congolais. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais d'abord commencer aussi par là et corriger. Il ne vient pas de dire, parce qu'il a toujours dit.
Ce n'est pas comme si il a changé sa position et qu'il a suivi maintenant la voix de ceux qui lui parlaient. Il a toujours dit qu'il veut dialoguer. Mais pourquoi dialoguer? Ici, on parle du dialogue par rapport à la situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays où nous sommes agressés par un agresseur connu. À l'époque, quand il nous disait « je vais dialoguer, mais je vais dialoguer avec l'agresseur », on ne comprenait pas. Sur ce plateau, il y avait des gens qui l'appelaient d'incompétents, qui ne connaissaient pas, mais lui savait que pour dialoguer, pour trouver la solution, parce qu'après Lusaka, après Sun City, après Addis Abeba, après Nairobi, Luanda, tous ces temps dans l'histoire, on parle de ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts aujourd'hui, ils sont morts depuis 1996. Et chaque fois, il y avait des dialogues, chaque fois, il y avait des résolutions, et on revenait dans la répétition. Alors, c'est comme ça que lui, il avait dit, je vais bien dialoguer, je vais dialoguer avec le chef, celui qui orchestre tout ce qu'on veut. Personne ne l'a cru. Il a passé presque 2 ans à sillonner le monde entier. Même son peuple ne croyait pas qu'il y a quelqu'un d'autre derrière les manipulations autres qu'il est en train de taxer la personne de Paul Kagame. Finalement, les choses, sa pression sur le plan diplomatique dans le monde entier a commencé à ancêtre Kagame lui-même, qui était resté silencieux pendant des années. Il a commencé lui-même à sautiller, et c'est comme ça qu'en 2023, lui-même, au Bénin, il déclare finalement que non, le M23, ce sont des militaires qui vont chercher des terres rwandaises au Congo. Dites-moi maintenant, vous êtes congolaise, vous allez venir chercher des terres rwandaises au Congo contre vos frères congolais? Ça, c'est la première fois que Kagame commence à se dévoiler. Et là, le monde commence à voir, ah, c'est vrai, ce n'est pas une histoire congolaise, c'est une histoire de gens qui viennent du Rwanda pour aller chercher des terres congolaises qui sont... Et c'est là le nœud du problème. Cette guerre est une guerre d'agression étrangère pour surtout des vérités expansionnistes. C'est ça la cause profonde de l'agression kagamiste au Congo. Alors, si c'est ça la cause profonde, mettons la discussion là où elle va. Et c'est là pourquoi le président dit on va négocier avec Kagame. On est allé à Luanda, il a sautillé, il nous a commencé à nous attaquer. Et finalement, nous avons sollicité aussi des partenaires qui ont fini par comprendre que le Congo avait raison. Beaucoup de sang sont versés et il faut vraiment maintenant travailler avec le peuple congolais, dont les États-Unis pour commencer. Et c'est comme cela que le dialogue entre le Rwanda et le Congo est allé à Washington. Et il appuie cela. Maintenant, revenons. Il y a beaucoup d'autres personnes qui confondent autour du dialogue pour dire il y a l'embouteillage, il y a les ravins, il y a des situations d'éducation, il y a autres. Effectivement, oui, nous avons beaucoup de problèmes ici chez nous. Et ces problèmes ont besoin de solutions. Et ces solutions peuvent aussi être des solutions qui doivent être trouvées sous dialogue. Et c'est ce que le président dit. Il dit le dialogue est permanent. Je viens de la culture du dialogue. Il n'a jamais refusé le dialogue. Ils ont combattu pendant 30 ans sous des dialogues avec des dictatures et il ne va pas cesser ça aujourd'hui. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui apprendre à faire le dialogue. Alors, lorsque les chefs... Et c'est ça qu'il parle, ouais, qu'on va discuter entre nous, comme nous l'avons toujours fait. Si c'est pour des intérêts de Congo, les Congolais sont capables de le faire eux-mêmes. Alors, et quand il dit on ne va pas faire les dialogues avec ceux qui sont inféodés au dictat des pays étrangers, est-ce qu'on aura la solution si c'est entre nous, entre Congolais qui n'ont pas de problème? Est-ce qu'il y aura solution? Très bien. Ouais. La solution de problème de guerre qui nous est agressé, institué, ne viendra pas du dialogue. Kagame n'a jamais, à aucun cas, donné, respecté des consignes du dialogue. Pourquoi il va... Ça, c'est d'ailleurs, il faut que les Congolais comprennent. Pourquoi nous allons discuter entre Congolais pour Kagame? Parce que celui qui nous agresse, c'est celui-là. Comprenez ici que
il n'y aura pas de solution à la situation que nous vivons ici, rien qu'avec la guerre et avec les dialogues. Et c'est pour cela, nous, le gouvernement, vous le savez, ils sont en train de travailler, le président travaille pour l'épuration de l'affaire RDC. C'est pourquoi vous entendez hier qu'il y a eu des combats à Minembwe, qu'on a bousculé ceux qui sont là, avant-hier, qu'hier à Rutshuru, il y a eu encore des combats. Il faut que nous prenions notre terre par la force qui nous est subie par le... Vous rejoignez les professeurs qui pensent que... J'ai toujours dit, et je répète cette phrase, que même quand on verra le Rwanda démissionner, prendre le RDF, retourner au Rwanda, ça ne sera jamais la destination. Parce que le problème de Congo ne sera résolu que par le Congolais. Donc la première chose, pour vous les Congolais, qui êtes encore traîtres aujourd'hui, que vous savez très bien que la guerre que nous mène Kagame, démasquée, est pour nous prendre nos terres. Malheur à vous. Soyez maudits et que l'histoire retienne que vous avez été contre votre propre pays. Maintenant, à ceux qui sont dans la loyauté maladif des personnes ou ceux qui sont contre la personne de Félix Antoine Tshisekedi, comprenez aussi que cette guerre n'est pas contre Félix Antoine Tshisekedi. Cette guerre est contre le peuple congolais pour lui voler ses terres. Ce sont les Congolais qui sont morts depuis 2 millions. Et c'est eux qu'on harcèle jusqu'à aujourd'hui. Et je vous dis, quand ils ciblent, ils ne ciblent pas que ceux qui sont à l'Est. Ils ciblent même ceux qui parlent. C'est pourquoi les Bundaja de Congo sont partis. C'est pourquoi ils ciblent partout pour pouvoir amadouer les Congolais et occuper les terres congolaises. D'accord. Alors pour cela, il n'y a pas de raison. Il faut que les Congolais se mettent debout. Ouvrez vos yeux. Ayez la souveraineté des mentalités. Arrêtez d'être des loyalistes inutiles par des personnes qui ont trahi le Congo. Choisissez la terre de vos ancêtres. Ne trahissez jamais le Congo. Et soyez du bon côté de l'histoire pour l'écrire qu'elle soit glorieuse. Merci Marie-Claire. On sent le porte-parole. Vous parlez avec le cœur. Je pense que les Congolais doivent comprendre que ce n'est que notre terre. Nous n'avons pas de... Et vous devez comprendre que nous devons nous battre. Merci. Merci Marie-Claire. Donc, si je vous ai bien suivi, dialogue, s'il y en a, c'est comme le professeur a dit, les Congolais doivent se liguer pour se battre contre l'ennemi qui est le Rwanda. Je crois que c'est ça. Oui. Pour se défendre, parce que nous, on n'a pas agressé le Rwanda. Nous sommes dans notre pays, mes chers compatriotes, comprenez ça. Merci. Que les gens continuent à Rutshuru sont sur la terre congolaise. Que les gens continuent à Bukavu aujourd'hui, à Goma, sont sur la terre congolaise. Ce sont nos compatriotes. Ils ne sont jamais allés au Rwanda, à Rwenzori, tous les noms ont changé. Il y a maintenant Boutare et autres qui ont changé de nom pour aller tuer les Rwandais. Non, jamais, à aucun cas, les Congolais ne sont allés. Et même quand ils se sont tués pendant la génocide, c'était des Rwandais contre des Rwandais. Ça n'a jamais été les Congolais qui sont allés tuer les Rwandais là-bas. Alors nous avons toute c'est pur. La nôtre est pure. C'est la guerre de légitime défense. C'est la guerre d'honorer tous nos morts qui sont entrés sous notre terre pour qu'un jour leur âme reste en paix. D'accord. Merci Marie-Claire. Eri Massimbo, vous avez suivi le président de la République. D'accord avec lui ou bien vous avez à redire sur son discours au Congrès de l'Union sacrée? C'est lui la sentinelle de la République. C'est lui les garants de la nation, c'est lui les magistrats suprêmes, c'est lui les commandants de nos forces armées, c'est lui qui porte la charge aujourd'hui de la démocratie du Congo, c'est lui qui a entre ses mains le destin de ces pays. On lui a confié cela, c'est lui qui aujourd'hui juge la nécessité, l'opportunité de pouvoir lever une option ou une autre. Alors, c'est lui qui est le mieux renseigné, c'est lui, on suppose, qui voit mieux, c'est lui qui écoute mieux. On lui donne toutes ses qualités parce que c'est lui qui incarne le Léviathan.
c'est lui, c'est l'incarnation propre de l'État. Donc, le parole du chef de l'État par rapport au dialogue tel que convoqué par la Fondation Thabo Mbeki, nous savons tous le rôle qu'avait joué Thabo Mbeki dans le dialogue entre Congolais. Et nous savons le dernier sorti de Thabo Mbeki, ce qu'il avait dit par rapport à l'agression rwandaise, à ce qui se passe dans notre pays. Il avait lui-même dit cela revient à notre responsabilité. Alors, si aujourd'hui encore la Fondation Thabo Mbeki fait appel à un dialogue entre Congolais, bah, ils ont changé même la thématique. Aujourd'hui, la thématique, c'est dialogue dans le continent, cas de la RDC. C'est la thématique aujourd'hui qu'ils sont en train d'exploiter. Moi, je pense que dans un foyer, dans un ménage, et d'ailleurs, comme le pauvre l'a superficiellement survolé, dans un foyer, dans un ménage où quand vous avez toujours des problèmes et que les problèmes sont jugés par le voisin, même s'ils sont vos parents, croyez que ces ménages-là, ces foyers-là n'ont pas longue vie. Et vous savez que ce foyer-là n'a pas encore atteint la maturité requise pour réellement être un foyer. Donc, si à tout moment, nous jetons toujours les responsabilités aux autres de pouvoir solutionner nos problèmes, pour nous amener des solutions, c'est que nous n'avons pas encore atteint la maturité requise pour réellement être d'hommes. Hein? C'est que nous sommes encore des garçons, en fait. Alors, si on suppose que nous sommes des hommes, alors agissons en hommes. Parce que les cas d'espèce, c'est en fait, moi j'ai toujours dit, hein, les dialogues, oui, bien sûr, on peut faire les dialogues, mais il faut des préalables. Le chef d'État lui-même avait recommandé aux hommes des églises de pouvoir changer d'approche par rapport au dialogue. Moi, toujours le dialogue, si ça se fait entre le Congolais, ça doit commencer d'abord par les Congolais qui n'ont pas pris des armes, ni les Congolais qui ont trahi leur pays. D'abord à l'interne. Ceux qui se sentent concernés doivent venir. Nous sommes tous des Congolais, en fait. D'accord? Revenez dans votre pays, parlons de dialogue, parlons de notre problème. Si vous estimez que c'est le préalable, bien sûr, on y va, on le fait. Parlons-en. Et établissons les faits tels que les choses se font à l'est de la République du Congo. Établissons le fait tel que par rapport aux agendas et au calendrier que les autres ont sur notre pays. D'accord? À chaque instant que le problème de la République du Congo sont discutés ailleurs, moi je l'appelle, ce sont des solutions importées. Ce sont des solutions importées, c'est que quelque chose qui est importé, il y a toujours des OGM dedans. C'est que ce sont des solutions qui ne sont pas faites pour pérenniser. C'est que je dis, non, c'est pour traiter les causes pour une solution pérenne, pour une paix durable, pour une paix pérenne. Non. La paix, on travaille tous les jours pour la paix. La paix, on protège la paix. Il faut créer la paix. Pour créer la paix, tout le monde doit être d'accord qu'il faut créer la paix maintenant. Et en tant que l'État, il faut l'imposer. En tant qu'homme, communauté, oui, on peut tous participer ensemble, main dans la main, on crée la paix, l'unité dans l'ensemble. Mais l'État impose sur ces territoires. L'État doit imposer la paix. Parce que l'État a tous les mécanismes reconnus qu'on lui a donnés. On le reconnaît là. Le pouvoir de la contrainte, la puissance publique. L'État jouit de tout cela. Et pour cela, l'État a les moyens récoltés sur les impôts, les taxes que nous payons à l'État. C'est que les moyens qui sont payés à l'État, que l'État prenne sur nous, l'État doit le mettre en œuvre. Parce qu'il y a des Congolais qui sont attachés à la défense de la patrie, tels que certains ont même allé à s'enrôler à l'armée, dans la police, dans les services spéciaux. Ils ont fait le serment de donner leur vie jusqu'au sacrifice suprême pour défendre la mère patrie. C'est-à-dire ces jours. Il y en a d'autres, bien sûr. Certains militaires, aujourd'hui généraux, nous en avons plus de 1000 qui ne nous servent à rien. Alors, ils sont nuls parce qu'ils n'apportent pas de solutions par rapport à l'État. S'il faut revenir au discours du président, lorsqu'il parle du dialogue à son initiative, on peut penser que tout ce qui a été initié par les catholiques et SCC, initié par les églises autres que les deux, même ensemble, même ce qui a été initié au niveau de l'Afrique du Sud par Thabo Mbeki,
tout ça, on rejette, on attend la nouvelle initiative du président de la République. Non, en fait, l'initiative évolue déjà. Comme moi, je dis souvent, c'est lui le cuisinier national, c'est le maître, en fait. Donc, vous ne pouvez pas venir dans sa cuisine pour imposer votre recette. Non, nous disons, est-ce qu'on doit s'attendre à une nouvelle initiative? Parce que tout ce qui s'est fait en dehors, ce n'est pas lui la source. Non, non. Bon, vous ne pouvez pas venir dans la cuisine de quelqu'un, d'une femme par exemple, pour imposer votre plat. Non, c'est déjà arrêté. Les menus sont déjà là. Ils sont préparés depuis toujours. Hein? Donc, c'est lui le cuisinier national. C'est lui, comme je dis au début, c'est lui qui gère la nécessité et l'opportunité. Parce que les Congolais lui ont conféré cela. Ce n'est pas un pouvoir établi sur base d'un coup d'État, non. Ce n'est pas un pouvoir établi sur base d'une rébellion. Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous comprenez cela, cher Augustin? C'est un pouvoir qui est légitime, Gustave plutôt. C'est un pouvoir qui est légitime et légal, cher Tshibumbo. D'accord? Donc, nous, Congolais, c'est nous qui avions placé Félix Tshisekedi là où il est. Et il nous engage pour ces 3 ans d'avenir. Il engage l'État congolais. Donc, ces jours, le chef d'État par rapport au dialogue avec les hommes d'église, d'ailleurs, si l'État continue toujours à se pencher sur l'église, parce que jusqu'à ce jour, notre État ne s'est pas encore élevé, n'est pas encore fort. Est-ce qu'il s'est déjà levé? Pas encore. Bon, notre État doit s'élever. D'accord? Parce que si vous suivez même l'histoire de l'église et de l'évolution de l'État, c'est au moment où, quand l'église... Ce que nous connaissons aujourd'hui, ça a été déjà, on l'a déjà connu dans l'histoire du monde. C'est-à-dire, à tout moment, quand vous voyez l'Église s'y mixer dans les histoires de l'État, c'est que l'État n'est pas encore fort, l'État n'est pas encore mature. Parce que dans les grands États où il y a maturité de l'État, l'Église ne s'y mixe pas. Parce que l'État non plus ne s'y mixe dans les affaires des églises. Non. Et nous n'avons pas voté. Quand il y a les nominations des prêtres, des abbés, tout ça, est-ce que le porte-parole du gouvernement a déjà placé un mot par rapport à ces nominations? Alors, non, mais il y a des abbés aussi qui sont festés. Des curés qui sont festés par rapport à la nomination et à certaines permutations. Revenons au débat. Revenons, s'il vous plaît. Donc, revenons au débat. Oui. Je repose la question. Oui. Le chef de l'État a dit qu'il est d'accord avec les dialogues. Et c'est d'ailleurs son mode, tout ça. Mais il dit qu'il ne peut y avoir de dialogue que sur sa propre initiative. Or, nous savons que les catholiques, les CC, ont commencé avec les pactes sociaux. Et il faut dialoguer, Les Fayoulou sont entrés dans la danse des catholiques. Les autres, pour les dialogues. Et le chef dit, pas de dialogue qu'à ma propre initiative. Alors, est-ce qu'on doit attendre qu'il reprenne? Parce que si j'ai suivi le professeur Dadi Saleh, lui dit, il encourage les chefs d'aller sur cette voie-là. Prendre lui-même l'initiative, imposer un dialogue peut-être pour se battre. Et c'est le même entendement ou bien moi je suis à côté? Eri? Non. Parce que même si l'Église catholique faisait, ou Taboumbe faisait, mais qui va endosser la responsabilité de sa mise en place? C'est ça le problème. Donc c'est là que l'État a tout son sens. C'est là que le président de la République a tout son sens. C'est là maintenant. Parce que tout doit tourner. Qui va endosser les responsabilités des mises en place, des recommandations, des résolutions qui seront levées dans tous ces dialogues qu'on organise sans l'État congolais? Qui? L'Église catholique et les CC ont compris cela. C'est la raison pour laquelle ils sont revenus, ils ont intégré les autres membres de l'Église, notamment les églises de réveil et autres. Maintenant, ils travaillent pour un thème de référence commun par rapport à cela tel que recommandé par le chef de l'État. C'est-à-dire aujourd'hui, l'État congolais a déjà repris l'initiative avec les églises. Voilà, l'initiative. Parce qu'ils y travaillent déjà. Le chef de l'État avait souhaité qu'une commission puisse travailler sur cela avec le Conseil spécial en matière de sécurité. Ouais. Donc, ces jours, c'est déjà en marche. Donc, Martin Fayulu l'avait déjà vu. Ils sont en train de travailler ensemble. Il y a des choses qui se font. Des fois, nous ignorons, mais néanmoins, la volonté est là. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne veut pas laisser ces pays, d'accord, que certains territoires puissent être toujours occupés. D'accord. Merci, Eri Massimbo. Clophas Nyembo-Nyerere, vous avez la parole, politologue, député provincial honoraire.
Voilà. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous avez vous-même participé, vous avez vu les chefs de l'État en personne en train de parler, et pendant qu'ils parlaient, vous comme politologue, des analyses déjà venaient. Très bien. Alors, vous avez bien dit. Moi, je crois que je vais dire les non-dits du discours du chef de l'État. Ouais. C'est ce que moi, je vais plus expliciter ici. Mais souffrez que je puisse vous dire que vous serez clément, comme vous étiez pour les autres, parce que ceux qui ont parlé moins, ils ont pris 10 minutes, et ceux qui ont parlé beaucoup, ils ont pris 13. Je viens de commencer, moi, et je regarde ma montre. Et je voudrais commencer par dire que je voudrais donner un conseil à mon jeune frère Souleymane, au OEC, pour dire que, comme vous l'avez dit vous-même comme modérateur de ce débat, qu'il n'est pas bon de citer les gens si vous n'avez pas de preuves. Et moi, étant du même parti que celui qui l'a cité, ne pas y revenir, je vais commettre un péché. Il cite l'ancien ministre du Tourisme, Didier Pambia, et il demande au procureur d'ouvrir un dossier contre lui. Je voudrais lui dire que ce n'est pas bon de faire des affirmations comme ça sur un plateau, parce que la dignité et l'honneur de la personne, et ça peut nous coûter cher. Donc vraiment, il doit vraiment tourner 6 fois sa langue avant de faire une affirmation comme celle-là. Parce que le plateau ne nous exempte pas des poursuites judiciaires. La deuxième chose, je voudrais, comme je l'avais dit dans l'introduction, dire que il y a une tension ce matin à Uvira. Et les internautes publient du n'importe quoi. Il y a ceux qui disent que Uvira est tombé. Non, nous disons que Uvira n'est pas tombé, comme les internautes le disent. Uvira, c'est un mécontentement de la population suite à un responsable de l'armée qui a été désigné pour aller à Uvira. C'est ce qui s'est fait. Donc, que les gens n'intoxiquent pas la population. Oui. Donc, qu'on ne puisse pas intoxiquer la population pour dire que Uvira est tombé. Non, non. Il n'y a rien de Uvira est tombé. C'est un mécontentement de la population qui ne veut pas voir un général de l'armée qu'on a affecté occuper Uvira. Donc, ça, c'est la précision que je voudrais donner. Maintenant, en ce qui concerne les discours du chef de l'État, moi, comme je vous ai dit, vous avez bien introduit, je suis politologue, je voudrais faire non seulement le discours du chef de l'État, mais plutôt donner aussi les grandes lignes introductives du secrétaire exécutif, en fait, du secrétaire permanent du professeur Mbata. Il était clair à la question que vous vous posez ici pour savoir le dialogue avec l'Église catholique. Il était clair, Mbata, lui. Il a dit, on n'a pas élu les pasteurs. Non. On ne les a pas élus. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Absolument, c'est ce que j'ai dit. Je vous appuie entièrement. Merci beaucoup, madame. Donc, il a dit, les pasteurs n'ont pas été élus. Oui. C'est-à-dire, il parle comme mon ami Eri l'a dit tout à l'heure. Donc, enlevez cette histoire dans la tête. Quelque part, c'est un réfi poli. Hein, dans d'autres termes. C'est un réfi poli. C'est pour dire que ne comptez pas sur ces histoires-là. Ne venez pas me dire dans ma cuisine ce que je dois faire. Voilà. De deux. Je voudrais aller plus loin pour dire que le chef de l'État a dit que même s'il faudra que nous puissions aller au dialogue, c'est après Doha, après Washington. C'est ce que les gens ne disent pas. C'est ce que les gens ne disent pas ici. C'est après Doha, c'est-à-dire après le départ des agresseurs. Bien sûr. Quand le Congo sera Congo, c'est à ce moment-là qu'on pourra dire les enfants du Congo, venez, restons autour d'une table, parlons de notre Congo. Pour parler de la reconstruction. Voilà. Ce que les chefs ont dit. De trois. J'ai entendu ici une insinuation de mon jeune frère, ce que j'aime bien, qui a dit que c'est un dialogue inclusif. Non, le chef n'a pas dit ça. Là, j'ai souscrit totalement à la position du professeur Dadi. Le chef a dit qu'il était clair. Les Congolais n'ont pas besoin d'aller tuer. Les Congolais n'ont pas besoin d'aller tuer leurs frères pour demander un dialogue et accéder au pouvoir. Donc, il n'y a pas question de parler de dialogue inclusif. Je ne voudrais pas qu'on puisse induire vos téléspectateurs en erreur, que c'est le chef qui l'a dit. Alors, mais
C'était dans une grande réunion, un Et congrès. vous êtes dans, s'il vous plaît, honorable, vous êtes vous écoute, papa. dans cette option levée par les présidents de la République. Pas question de dialogue avant Doha et Washington, mais aussi pas de dialogue inclusif. Mais si c'est le dialogue entre l'Union sacrée, ça va produire encore quoi? Non, Mais non. inclusif, ça veut dire Il n'a pas dit que c'est un dialogue de l'Union sacrée. Non. Le chef n'a pas dit ça. Et moi-même, ici, je ne l'ai Il n'a pas pas dit. non plus dit. Je ne l'ai pas dit. Mais le chef a dit. C'est-à-dire, ce sont ici, des le tueurs. chef faisait allusion aux tueurs qui sont à l'Est. C'est ça. On exclut que les tueurs, les autres opposants Donc, sont bien. le chef n'a pas dit qu'il n'a pas besoin de ce dialogue-là. Et il est allé plus loin pour faire allusion à notre ami Thabo Mbeki. Rappelez-vous, M. Gustave, je l'ai dit peut-être ici chez vous, je l'avais dit autrefois, je l'ai dit sur notre chaîne le vendredi, j'avais dit que parler de dialogue, il fallait attendre la position officielle de la famille politique, l'Union sacrée, que nous devrions connaître les samedis. Cette position maintenant est connue de tous, et nous connaissons que, je pèse bien le mot, nous ne disons pas que nous sommes contre le dialogue, non. Mais nous disons que le dialogue a des préalables pour qu'il soit organisé. D'abord, il n'y a que le dialogue qui sera initié par lui-même comme chef de l'État, comme les deux amis l'ont dit. Qui n'est pas encore initié. Mais c'est clair, c'est clair. Il était clair, non? Je n'invente rien. D'accord. Je n'invente rien. Est-ce que vous l'avez vu lui Donc initier? à ma question posée à Eri, vous êtes en train Je suis en train de répondre à la question que vous avez posée à Eri. Ah, d'accord. Donc, le chef était clair. Donc, lui, jusque-là, il n'a pas encore initié son dialogue. Ça ne vient pas de Nyembo Nyerere. Et le chef va plus loin. Il dit ceci. Le dialogue, il aime bien le dialogue. Vous connaissez, M. Gustave, qu'à la prise du pouvoir par Félix Tshisekedi, nous avons connu ici le mariage FCC-Cash. Mais avant qu'on arrive au divorce ou à la dissolution FCC-Cash, il y a eu un dialogue ici. À Kinshasa. Madame. Il y a eu un dialogue ici. Donc c'est pour dire que ce n'est pas la première fois pour le chef de l'État de faire un dialogue. Si vous Et ça ne sera pas... permettez juste de vous compléter une seconde. Oui, madame. Quand il a demandé de revoir la Constitution, il a tendu la main aux gens pour dialoguer. Voilà. Et tout le monde, ceux qui sont partis prendre les armes, ils sont allés prendre les armes. Mais aujourd'hui, ils veulent être à table pour dialoguer sur des questions qui sont contenues dans la Constitution. Ils veulent quelque chose et son contraire. Voilà. Ah, Monsieur Gustave, je continue pour dire qu'à la prise de pouvoir pour ce deuxième mandat, le chef de l'État a tendu la main à tout Congolais. Absolument. Esprit de paix, venez pour que nous puissions diriger le Congo. Je crois qu'il était clair. Ceux qui étaient d'accord, ils ont fait quoi? Ils ont adhéré. Mais vous avez refusé. Mais vous cherchez quel dialogue, papa? Je vous dis simplement, pour ne pas déborder, parce qu'il me reste une minute, je dois respecter. Non, j'ai regardé ma montre. Personne ne vous a arrêté. Merci beaucoup, madame, pour la protection. Je suis protégé par la dame. Comme Merci député, beaucoup, madame. les députés parlent toujours. Non. Je disais, pour ne pas déborder, les gens doivent savoir que nous, la famille politique du chef de l'État, nous n'avons pas refusé le dialogue. Ça, c'est la première chose. De deux, le dialogue qui peut y avoir en RDC ne peut avoir que sur convocation du chef de l'État. De trois, le moment n'est pas indiqué pour que nous puissions aller au dialogue maintenant, pendant que nous sommes encore envahis par les agresseurs. De quatre, enfin, nous devons attendre la mise en exécution des résolutions de Doha et de Washington. Je vous remercie. Merci, honorable. Alors, il nous reste 9 minutes. On a une minute à chacun pour terminer ce sujet. Je reviens à vous, Souleymane Onehesse. Qu'est-ce que vous dites? Comment faire pour le dialogue, pour que le dialogue initié par le président de la République ait lieu? Une question, rapidement. Merci, je serai trop rapide. J'ai entendu, parmi les co-débatteurs sur ce plateau, parler que non, j'ai cité X et Y. Écoutez, ça fait partie aussi d'une des raisons ou une des conditions que le chef de l'État, l'organisateur qui va organiser ce dialogue, de viser
la plupart des partis politiques couvrent même ce qui n'est pas à couvrir. OK? Il y a certains agents, quand vous parlez de quelque chose, vous pensez comme si vous voulez vous plaire à une personne. Or, pas le président de la République n'a pas besoin que vous puissiez parler à bien d'un individu pour qu'il se sente normal. Non. Le président de la République a besoin que vous parlez de la population dont il est en train de gérer. Et qui vous a dit que non si vous êtes aujourd'hui ministre ou aujourd'hui on vous convie l'invitation de venir au dialogue, vous devez faire ce que les autres venaient de faire. Allez aujourd'hui, une minute. J'ai ouvert seulement une parenthèse, je vais la fermer vite. Allez aujourd'hui au ministère du Tourisme, aujourd'hui, pendant qu'on faisait la remise de reprise, qui n'a pas vu? Est-ce que les agents applaudissaient? Les agents regrettaient. Pourquoi les regrettaient? Alors, mais parce que vous êtes dans une même famille politique, je comprends pourquoi. Tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, ce sont des partis politiques qui sont en train de soutenir certaines histoires à la question où on ne comprend rien. Quel conseil donner les conseils que nous sommes en train de proposer au président de la République, je pense que non, il a compris. Le président de la République n'est pas Saint-Esprit, non. C'est sur base de ce que nous disons. C'est nous la population. J'ai entendu encore même si je quel conseil vous lui donnez? Vous avez fini votre une minute. Vos interventions sont en train de couper. Laissez-moi seulement terminer. Non, mais vous dites des choses qui ne sont pas la question. Vous êtes ailleurs par rapport à la question posée. Ok. Je vais fermer directement mon parenthèse. Je continue à dire ceci. Le président de la République est le président du peuple congolais. Il n'est pas le président de lui-même, non. Et ce que nous disons, c'est ce que lui va écouter et puis mettre en application. Le dialogue, là, le président de la République ne fera pas le dialogue lui-même. Il fera le dialogue avec le peuple congolais. Alors, évitons de dire que non, le président de la République, c'est le connaisseur. Non, non, non. Le président de la République n'est pas Saint-Esprit. Et même Dieu lui-même, pour ceux qui lisent même la parole de Dieu, ils vous diront que non, à un moment, Moïse avait demandé à Dieu, le Dieu est tout-puissant. À combien plus forte raison aujourd'hui quand on dit non, non, le président de la République nous a écoutés, nous avons demandé, il y a les gens qui disent non, non, le président n'est pas faire son... C'est que nous demandons au président de la République, mais c'est le président de la République. Massimo. La plupart des partis politiques, vous pouvez d'abord les écarter dans les dialogues pour qu'on aille de l'avant. Qu'est-ce que vous conseillez au chef pour bien initier les prochains dialogues? Eh bien, le chef est déjà entouré d'un arsenal important de conseillers. D'accord, mais en fait, on veut placer juste un mot par rapport à ce qui... Nous, on souhaite, si dialogue il y aura, d'accord, mais il ne faudrait pas oublier... Après Doha, après Washington. Un assaut patriotique, peu importe leur dialogue. Ouais. Mais ce qui compte beaucoup pour nous, nous les ultra-patriotes, ce qui compte le plus pour nous, c'est un sursaut patriotique pour récupérer les territoires qui sont sous occupation. La diplomatie, oui, allez-y. Les dialogues, oui, allez-y. Mais ce qui compte pour nous, le désir le plus ardent, comme les chrétiens disent, pour nous, c'est de recouvrer l'entièreté de nos territoires. Pas plus. Merci. Merci beaucoup, Eri. Alors, Cleophas Nyambonyerer, une initiative, un conseil au président de la République pour bien faire les choses cette fois-ci. Hein? Non, un conseil, je l'ai toujours dit ici, et ma position n'a pas changé aujourd'hui. Vous savez que je suis de ceux qui s'étaient opposés à la démarche de l'Église catholique et l'Église catholique et SCC depuis longtemps sur ce plateau, et je disais toujours que nous n'allons pas soutenir ce dialogue-là. Je vais vous surprendre, M. Gustave, dans ma seule minute là, pour vous dire que le dialogue qu'on nous proposait par ces deux communautés-là, c'était pour avoir 600 participants. De ces 600 participants, il y a la société civile, il y a l'opposition armée, qui n'est pas reconnue dans la constitution congolaise, il y a l'opposition non armée, et puis il y a la famille maintenant qui gère la République. C'est-à-dire, il devrait être à 450 dans un camp, et Tshisekedi et nous, dans un seul camp de 150 personnes. Nous disons non. Et pour lever au pouvoir. Oui, oui. C'était une façon carrément de les dépouiller de tout ce qu'il a comme substance de pouvoir. Et plus grave,
Et ils proposaient, je vous informe, je vais vous envoyer le document, ils disent qu'il n'y a que l'institution présidence de la République qui va rester, il faut dissoudre les Sénats, il faut dissoudre l'Assemblée nationale, il faut dissoudre les cours et tribunaux. En fait, donc c'est-à-dire, je ne sais pas si on devrait refaire une nouvelle constitution ou pas. Donc c'est ainsi que nous nous disons, il ne faut plus compter sur ce dialogue-là. Bravo au chef de l'État pour avoir pris son courage de s'assumer comme un père dans la famille et de donner des orientations à suivre. Merci, honorable Nyerere. Professeur Dadi Saleh, vous avez loué l'initiative du président de la République, son discours, et vous avez dit, vraiment, c'est ce que vous avez toujours demandé. Mais que faire? Quel conseil vous donnez au président de la République pour un dialogue réussi et qui va pleinement atteindre les objectifs? Dans 7 minutes, je sais que beaucoup de gens ne vont pas me comprendre, mais je vais quand même essayer de dire quelque chose. Je vous confirme, je demande au chef de l'État de convoquer le plus grand dialogue qu'on a jamais eu. C'est-à-dire que tous les opposants, la majorité, tous les partis politiques, venez, on devient des Ouazalendo. On constitue une armée de plus de 5 millions de personnes, on fait notre budget de guerre et on se bat. C'est le seul dialogue majeur qui vaut pour moi. Le reste, ça peut ou ne pas se faire. Et ce que je viens de dire, c'est pratique. Malheureusement, les gens vont rigoler et on ne va pas encore le faire. On va tourner en rond, chacun se permet de dire n'importe quoi. Non, ici, il n'y a qu'un seul chef des armées maintenant. Que le chef de l'État se comporte comme le chef des armées. On convoque tout le monde. Et l'article 63 de la Constitution, alinéa 2 ou 3, dit que le chef a le pouvoir d'exiger, pas de demander. Et un jour, j'avais dit encore sur ce plateau que le chef de l'État pouvait exiger à Fayoulou de prendre les armes. Exiger à tous les opposants, à moi et à tout le monde. C'est lui qui ne prend pas les armes, comme en Israël, ça va, service militaire obligatoire. Ça va, donc un nombre au moins. Et nous sommes dans une situation critique. Mais on prend des décisions qui ne nous ramènent pas dans la vraie solution, c'est qu'on connaît déjà l'ennemi. Madame l'a si bien dit, tout le monde l'a si bien dit. C'est le Rwanda, les néocolonialistes, et ils ne vont pas sortir là par des dialogues ou bien par des etc. Jamais, je peux vous le garantir, jamais. Ce n'est que par la force, un peuple se libère, on ne va pas libérer la République démocratique du Congo, on doit se libérer. Et ici, on fait comme le panafricaniste, ça va, tous les villages. C'est l'UG, effectivement, le feu, la maison en train de brûler, on cesse un peu tous ces politiques ailleurs. Parce que beaucoup de dialogues, c'est un peu des gens qui cherchent des postes. N'est-ce pas? Il veut aussi être Premier ministre, il veut être aussi ministre, certains... C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. On est dans des petits objectifs de rien du tout. Ici, le plus grand objectif, c'est chasser les Rwandais. Tous les néocolonialistes, c'est le seul grand dialogue. Tous les autres dialogues, je suis d'accord, on pourra le faire en coulisses, etc. Mais le vieux dialogue, Excellence, Monsieur le Président, convoquons tout le monde au stade. Ça semble encore être farfelu, hein, parce que les gens, au fond, ne comprennent pas. Convoquons tous les gens au stade de martyrs. Ça va. Tous les gens là qui savent appeler ils disent ils sont des autorités morales. Venez. On fait les Ouazalendo, 1 million de personnes, FARDC, etc. Il y a des stratégies très simples. Ça ne sera pas les désordres. Ça s'est fait aux États-Unis. Ça s'est fait au Vietnam. Ça s'est fait en Russie. Ça s'est fait dans tous les pays qui savent, qui doivent se prendre en charge. C'est la seule grande solution, combinée par les autres solutions. On est d'accord. Diplomatie par-ci, par-là, on n'a pas de problème. Mais la vraie solution, c'est celle-là. Merci, professeur. C'est bien sûr. Je sais qu'on m'écoute. Un jour, on le fera, j'espère. On va vous chercher pour... donner ces idées-là et concrétiser. On termine avec Marie-Claire Mutanda, porte-parole de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée. Félicitations, madame. L'initiative du chef. Vous avez suivi le professeur et les autres. Qu'est-ce qu'il faut dire au chef de l'État pour atteindre justement les objectifs? Je pense que ça s'est bien regroupé dans ce qui a été dit ici. La guerre que nous subissons, on répète, on reprend, c'est une guerre de l'ingérence externe. Même le Rwanda, qui physiquement a ses militaires et physiquement a Kagame pour coordonner tout cela, vous pouvez bien vous douter d'où lui vient tout ce soutien. C'est parce qu'il a des soutiens au-delà du Rwanda. L'ingérence externe qui cherche toujours à avoir la mainmise sur nos richesses ici.
Donc ça, quand on comprend ça, et le président l'a compris dès le début, il nous a toujours parlé de ça. Donc, c'est pas mal de dire qu'il est celui que nous avons voté, parce que c'est lui-là qui est venu au pouvoir, qui a dit qu'il ne trahit pas le Congo. Il a marché dans le peuple, mais avec beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de stratégie et d'intelligence pour nous amener jusqu'aujourd'hui à avoir le vrai boulot, faire tomber lui-même son masque et venir nous agresser ouvertement et continuer à mentir. Donc moi, ce que je veux dire au président ici est de la dynamique d'épurer l'armée est essentielle et primordiale. Parce que je rejoins le professeur, même si sa stratégie... Oui, je conclue. Donc il faut vraiment qu'on ait une armée républicaine patriotique, une armée qui nous défende et une armée qui assure la protection pour que la paix soit durable. C'est pourquoi nous félicitons beaucoup les FARDC loyaux qui sont en train de reprendre et nous émulons nos Wazalendo qui entrent dans l'histoire comme étant les héros population, parce qu'eux, ils sont nous qui se tiennent avec l'armée pour pouvoir défendre notre pays. Donc, il faudra aussi vraiment investir dans la guerre de la narration. Et c'est là où nous avons tous un grand rôle à jouer. Parce que notre ennemi contrôle la vérité par le mensonge. Il n'a aucun scrupule d'inventer les choses et de les défendre sur tout le plan, y compris même parmi nous ici. Wow. Donc on contrôle la guerre de la narration pour pouvoir raconter ces choses comme ils sont. Ils sont derrière l'expansion, appuyés par ceux qui sont derrière nos richesses. Et nous devons tous, pas seulement considérer que c'est nos frères compatriotes à l'Est, ça considère tout Congolais, qu'il soit à Moueka ou à Bolapé, dans mon village, où aujourd'hui il y a des cas qui sont apparentés à Bola Sévis. Sachez que vous êtes concernés par cette guerre. D'accord. Alors l'autre fois, c'est ça. La guerre doit aussi être la guerre de mémoire. Non. Je voudrais que nous construisions sur notre mémoire. Ouais. Et ça va aller dans l'éducation, dans l'éveil patriotique, pour que ça ne se répète plus jamais. Parce que notre ennemi prend tout le temps d'être sournois, de rentrer sous terre et de faire tout ce qu'il faut. Il faut qu'on construise sur la mémoire, qu'on parle de l'histoire, qu'on chante les Wazalendo comme les guerriers qui ont sauvé ce pays. Merci beaucoup, Madame Marie-Claire. Merci, honorable Clopas Senyembonyerere. Merci à Suleiman Onehesse. Merci au professeur Dadi Saleh. Merci à l'anthropologue Eri Massimbo. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. Jacques Vangou, Maurice Kimolo et puis Chimouni et les autres. Merci Khaled Mavangou. C'est la fin de l'émission. La suite le jeudi prochain avec le même plaisir. Cette fois-là à 13h30. Au revoir. Oui, il fallait toujours les saluer comme ça. Oh, ben, il faut toujours les encourager. C'est bon. Merci Marie-Claire. C'était